sur mon portrait par Cappiello. Cappiello, mon bon ami, ce portrait, dessiné trop vite, ne me ressemble qu'à demi, bien que le génie palpite. Vraiment, par le Dieu d'Isaac, je ne croyais pas, je te jure, ressembler autant à Rénac, cela lui soit dit sans injure. Je sais bien que tu me diras, on ne se connaît pas soi-même, mais franchement suis-je aussi gras, j'en aurai une peine extrême. Sans être maigre comme un loup, j'attends que la graisse me vienne. Je me donne un peu, voilà tout, c'est rapport à mon hygiène. Je n'ai pas ce coup de taureau dont se prévaudrait un Hercule. Sur un corps de mon numéro, ce serait plutôt ridicule. Tu me fais des mains d'assassin, moi, et qui les doigts sont si vagues, qu'à peine, et malgré mon dessin, je l'ai pu illustrer de bagues. Mais, qui m'a le plus contristé, vois-tu, dans ta caricature, c'est l'air dur que tu m'as prêté, il n'est du tout dans ma nature. D'abord, je n'ai pas, tant s'en faut, la moustache aussi provocante. Avec ses crocs à la Prévost, j'ai l'air d'en défier 50. C'est de moi beaucoup présumé qu'un vol d'abeilles farouche et qu'une rose fait pâmer, je n'ai pas non plus cette bouche. T'es daigneuse, je te promets, surtout quand je regarde un verre, de plus, pour personne, jamais, je n'ai le droit d'être sévère. Et je n'ai pas non plus cet œil de magistrat dans son prétoire, il est de bien meilleur accueil, viens y voir, si tu n'y veux croire. Tu ne m'as jamais abordé, sans quoi tu saurais que ma haine tiendrait aisément dans un dé, sans que cette coupe soit pleine. Le front est par trop important pour mes ordinaires pensées. Il n'enroule pas temps et temps, encore lui fouge des fessées. Le chapeau, très bien le chapeau, le voilà tel que je le porte. Quant à l'absinthe, au Cappiello, tu me l'as servi un peu forte. Et puis, ni, c'est fini, et je te fais une risette pour m'avoir, à propos fourni, le sujet de cette gazette. Les fables de La Fontaine. Non plus qu'à la foire aux ferrailles, on ne fait guère de trouvailles. Sur les quais, en tant qu'Elzévir, griffes, Aide-Manus, incunables, ce ne sont que bouquins minables. Aurait-on un flair de tapir? Jadis, on avait de ces veines, ces magnifiques aubaines, si j'en crois l'ancien récit. Mais, à défaut de livres rares, on en rencontre de bizarres, quelquefois. Témoin celui-ci. C'est les fables de La Fontaine, que, dans cette triste turlutaine, certains seigneurs grammairiens, mis en bon français, c'est-à-dire son français à lui, pauvre sire. Comme vous voyez, c'est un rien. Autant dire que ce puriste enlève à notre fabuliste tout son charme prime-sautier. Son esprit, sa clarté, sa grâce, et ce qu'il nous met à la place est bien fait pour stupéfier. Imaginez, en quelque sorte, l'aigle revu par le cloporte, Hugo réduit par Campistron. Encore croyez que je gaze, ou bien, si vous voulez, Pégase, déplumé par Aliboron. Mais puisque le dit gentilhomme a lu les fables du bonhomme afin de les remettre à neuf, que n'a-t-il pris, la pauvre andouille, pour lui, celle de la grenouille qui tâche à s'égaler au bœuf? Hélas, le cas n'est pas unique chez nous, c'est ce baron cynique, et l'on ne saurait dénombrer tous les contenteurs de la lyre, dont beaucoup ne savent pas lire. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Censeurs que le génie énerve, exerçant leur sombre minerve sur des chefs-d'œuvre indiscutés, pour, avec leur loupe risible, y trouver une erreur possible, sans s'attarder à leur beauté. Ah, plaignons ceux dont la manie est de reviser le génie et qui n'ont pas d'autres soucis. Et, sans insister davantage, moquons-nous de leur radotage, autant grêlés sur le Percy. Ces terribles raseurs du temple font l'effet de gens
par exemple, qui n'aurait d'autre opinion sur le pan, malgré son plumage, que celle-ci. De son ramage, c'est un oiseau qui dit « Léon ». Impôt sur le tabac. A.F. Vavasseur. Ce bonhomme ne défumait de toute la sainte journée. Vous eussiez dit son qu'allumait une petite cheminée. Alors voilà qu'un jour l'aborda un des membres de cette ligue, qui, contre l'abus du tabac, inutilement se fatigue. « Eh bien, monsieur, dit celui-ci, le nouvel impôt que voici doit vous embêter, et pour cause. N'est-ce pas l'impôt qui s'impose? Vous allez un peu moins fumer de ce coup. Quel enfantillage! Parbleu, je puis vous affirmer que je fumerai davantage. Je suis patriote avant tout. L'État cherche de l'or partout, je trouve donc fort légitime que de quelques nouveaux centimes, il me majore son tabac. D'autant que, pour être sincère, il est tout aussi nécessaire que le pain à mon estomac. Mais enfin, dit l'autre, que diable, le tabac, il n'est pas niable, que si vous en faites abus, vos facultés n'agissent plus. Lentement, il vous intoxique, tant le moral que le physique. Vous vous détruisez à ce jeu, et sur vous la mort anticipe. C'est ça qui m'inquiète peu. Dit mon fumeur, boirant sa pipe. Je fume depuis très longtemps, et je vais sur mes 70 ans. Soit, mais puisqu'aussi bien on cause, laissez-moi vous dire autre chose. Si vous aviez mis de côté tout l'argent que vous a coûté ce tabac affreux et délétère, peut-être, songez à cela, que vous seriez propriétaire de cette maison que voilà. Ma foi, monsieur, le bon apôtre, vous êtes merveilleux, mais quoi? Cette maison est-elle vôtre? Non, je crois bien, elle est à moi. Les cigares du roi. Adolphe Brisson. Il paraît que c'est le roi Édouard qui fume les meilleurs cigares. Je lisais l'autre jour un journal wisigoth dans une tabagie en tirant sans succès sur un affreux mégot issu de la régie. Quand mes yeux tout à coup tombèrent, par hasard, sur 3 ou 4 lignes, desquelles il ressort que fume seul Édouard, des cigares insignes. Il lui coûte 100 sols, mettons 4 shillings, pour la couleur locale. Ils peuvent à ce prix n'être pas très vilains, tels qu'on nous les signale. Qu'en dites-vous, fumeur? Je sais bien que le prix ne fait rien à l'affaire. Pourtant, même à 100 sous, on ignore à Paris le bon cigare à faire. Or, tout en mâchonnant mon mégot à Dieu, plus que rudimentaire, je me représentais d'autant plus merveilleux ceux du roi d'Angleterre. C'étaient des Partagas, des Conchas, merveilleux, interdits aux profanes, et des Regalia, perlés, dignes des dieux, fines fleurs des Havanes. Je les voyais assez gros et longs, boudinés, comme des doigts de carme, humides d'un petit, noir, au moins basané, et bagués à ses armes. La tripe en est de choix, et non plus un déchet, dans la cape étoffée. La robe doit sortir, tant elle a de cachet, d'un atelier de fée. Que s'ils sont autrement, il les garde pour lui. Je n'en ai nulle envie. J'aimerais bien fumer à partir d'aujourd'hui, du chou de toute ma vie. Et je voyais aussi les esclaves soumis, des Cuba, des Florides, dans les champs de tabac, ainsi que des fourmis, sous les zones torrides. S'agiter nuit et jour, et trier avec soin les feuilles capitales, et les 1000 travaux et tout le tintouin, jusqu'aux boîtes finales,
Ces boîtes débarquaient sans passer à l'octroi au quai de la Tamise, puis elles s'entassaient tôt, après chez le roi, dans l'armoire aux chemises. J'ajoute qu'il m'en donnait une. Aimablement, la vision fut brève, car je me retrouvais, comme aujourd'hui, fumant un bon cigare, en rêve. Et je me consolais. Sont-ils si bons que ça, les cigares qu'ils fument? Après tout, là-dessus, qui donc se prononça? Un simple Jean de Plume. Un roi peut être un roi superbe de tout point, un César des plus rares, et faire le bonheur de son peuple, et ne point s'y connaître en cigare. Partie de chasse, âgé de Lautrec. À la gare, nous arrivâmes, par malheur, quand tout était pris, mais voulant partir à tout prix. Nous dûmes monter chez les dames, non sans exciter des rumeurs, avec nos chiennes épagnoles. Dans le wagon des dames seules, nous étions 40 fumeurs. Après une rapide enquête, nous aperçûmes, dans les coins, des êtres du genre mouquère, s'épuisant en des baragouins. On eût dit d'antiques primeurs, sinon de racistes bégueules. Dans le wagon des dames seules, nous étions 40 fumeurs. Certes, à notre coutumée, car on sait vivre, Dieu merci, nous voulions d'abord savoir si les incommodait la fumée. Oui, monsieur, non sans quelque humeur, nous répondirent ces aïeuls. Dans le wagon des dames seules, nous étions 40 fumeurs. Ah, vraiment, ce n'est pas de chance. Alors vous allez bien souffrir. Ne pas fumer, plutôt mourir. Filme-nous. Allons, on recommence. Et sans écouter leur clameur, nous sortîmes nos brûle-gueules. Dans le wagon des dames seules, nous étions 40 fumeurs. Bientôt, une fumée atroce envahit le compartiment. Les pauvres, bien certainement, ne devaient pas être à la noce. Tandis l'une disait « Je meurs », une autre tapait sur nos gueules. Dans le wagon des dames seules, nous étions 40 fumeurs. Qu'arriverait-il de ces sorcières? Eh bien, comme encore, on les jeta par-dessus bord, c'est-à-dire par les portières. Du geste auguste des sommeurs, elles churent dans les étoiles. Dans le wagon des dames seules, nous étions 40 fumeurs. Oh, bizarre temps que le nôtre, il est évident qu'autrefois, on se fût montré plus courtois. C'est ainsi que, d'un siècle à l'autre, vont se modifiant les mœurs. De nos jours, on est lâche, ou veulent, le wagon des dames seules. Nous étions 40 fumeurs. La naissance du Philistin, à Georges Courteline. Le soleil se leva ce matin-là, si terne que l'on eût dit un brin au fond d'une citerne. Ce n'était pas, comme on peut croire, au ciel brouillé, un soleil qui n'est point encore débarbouillé, des brumes de la nuit, ni non plus une éclipse. Les savants qui déchiffreraient l'Apocalypse en auraient informé depuis longtemps. Oh non, ce qu'on voyait était une chose sans nom, dans un ciel neutre, affreux, sans le moindre nuage, qui pût l'agrémenter d'un léger tatouage. C'était un faux soleil qui sentait le malheur, une sorte d'œil mort, sans regard ni couleur. Telle est, distincte à peine, en une mer confuse, une gélatineuse et livide méduse. Que se passait-il sur terre ce jour-là?
il se passait ceci, plus troublant que cela. Le lait de tous côtés surgit, impitoyable, comme si tout à coup prépondérait le diable. Le faux singea le vrai, la loi se disloqua, le droit, l'humanité, la justice raqua. L'art pur se comporta d'une façon absurde. Être et chose, tout devint chinois ou kurde. De même, les enfants se présentèrent mal, et tous offrirent un gabarit anormal, qui ne moururent point à peine mis au monde. Le mort délicieux devint banal, immonde. La mère, en regardant son gosse, lui disait « Tu es foutu comme un lion de Pertuiset. » L'amitié ne voulut rien savoir, et l'amante, au regard, et l'amant cessa d'être charmante. Ils n'échangèrent pas un baiser ce jour-là, et toute la douceur de vivre s'en alla. Les plus clairs diamants se changèrent en ocre, les mieux chantants lireurs firent des vers médiocres. L'esprit clos brusquement à la fleur des mots. Ah, disait-il, voilà bien le pire des mots. Suis-je donc mort, Seigneur? La pure et chaste flamme qui brûlait pour le beau s'est éteinte en mon âme. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qu'on m'a volé? Tout mon enthousiasme, hélas, s'est envolé. Je ne retrouve plus le sens de l'harmonie et je suis insensible aux œuvres du génie. Et l'horreur s'étendit des villes au hameau. Les pâtres dans les champs turent leurs chalumeaux. Cependant qu'autour d'eux, leurs ouailles pressées semblaient se conformer à leurs tristes pensées. La rose dédaigna de s'ouvrir, et le lys périt d'ennui sur le sein même de Phyllis. De même aussi, la nymphe antique, blanche et nue, déserta les forêts et n'est plus revenue. C'est depuis ce jour où tout alla de guingois que finit ce beau temps que l'on nomme autrefois. Et pourquoi, direz-vous, cet excès de misère tomba-t-il tout à coup sur notre pauvre sphère? Pourquoi ce faux soleil? Pourquoi l'humanité chute-t-elle affreusement dans l'imbécilité, de laquelle d'ailleurs, s'il faut que l'on le dise, elle n'est pas encore entièrement sortie? Pourquoi ce deuil universel? Eh bien voilà, le Philistin naissait justement ce jour-là. Prix de Rome, Félix Bouchard. Les candidats, pour une fois, au prix de Rome de peinture, avaient un sujet que je crois, s'ils pouvaient traiter sans torture, moins délibérément pompiers que ceux imposés chaque année à leur verve par maître-pied. Enfin, telle était sa donnée. Dans un paysage charmant, imaginez le vieux Silène, ivre-mort, naturellement, cuvant son vin, à panse pleine. Cependant que la nymphe aiglée s'amuse fort de cet ivrogne, et de raisins pourpres et dorés lui barbouillent en riant la trogne. Ajoutez aussi 2 bergers qui complètent la saine affaire, et maintiennent les enragés les jambes et bras du gros père. La scène est plaisante et surtout d'interprétation facile. C'est une idylle dans le goût de Théocrite et de Virgile. Sans attendre de nos rapins des chefs-d'œuvre, l'on pouvait croire que de ce sujet plein d'entrain, ils se tireraient à leur gloire. Eh bien non, pour ces jeunes gens, c'étaient là des hiéroglyphes. Leurs devoirs furent affligeants grâce aux leçons de leur pontife. Pas un concurrent sur les 10 n'évita les poncives règles. Ceux de la Villa Médicis, du coup, vont se croire des aigles. Il faut croire cet orang-outan qu'ils ont fait du brave Silène et ces bergers déconcertants et cette nymphe en porcelaine. C'est à supposer que jamais ils n'ont rencontré ce Silène, ni de nymphes dans les forêts alors que la France en est pleine. Que dis-je, il semblerait encore qu'ils n'ont jamais vu davantage le moindre raisin pourpre et or, ni musée dans un paysage.
Le vol de la Joconde à Léopold Stevens. Dès qu'il sut que la Joconde, la merveille sans seconde, du Louvre avait disparu, l'épine, avec sa cohorte, de sbires de toutes sortes, aussitôt est accouru. Suivi de M. Homol, et inerte et jambes molles, et de Dujardin Beaumetz, qui des Beaux-Arts le prince, est revenu de province, tout exprès par train express. Et puis ce fut Bénédicte, et quand toute cette élite, y compris Steg et Gamard, fut devant le panneau vide, elle demeura stupide, tardant des yeux de homard. Ah, mon Dieu, quel vol macabre, voilà qui m'abracadabre, disait Dujardin Beaumetz, en son langage d'esthète, c'est à se mâcher la tête, au temporaire, au mort. Je le dis sans réticence, c'était de la quintessence, de peinture, affirma Steg. Cette Joconde maudite, fichtre, ajoutait Bénédicte, vous pouvez dire un lied big. Eh, monsieur, leur dit Lépine, ce vol aussi me chagrine, mais nous gémirons plus tard. Fouillons tout d'abord le Louvre, il se peut qu'on la découvre, parfaitement, fit Amar. Donc, des semaines entières, des sous-sols jusqu'aux gouttières, ils farfouillèrent partout. Ils firent des découvertes suggestives, à quoi, certes, ils ne s'attendaient du tout. C'est ainsi qu'à chaque étage, ils trouvèrent des ménages, de concierges retraités depuis le Second Empire, et ce qui leur sembla pire, des veuves de députés. Ils rencontrèrent encore, à l'ombre d'un sycomore, un jardinier sur les toits, qui, tout en fumant ses pipes, souriait à ses tulipes, en ramant ses petits pois. Puis ce fut une fabrique de brosses en poils de briques, et du charbon et du bois, à confondre dans la pensée de quoi retire le musée, 70 fois et 7 fois. Enfin, au comble des combles, ils notèrent sous les combles, entre autres objets divers, tels ceux de la foire aux puces, émis des chaussettes russes, des tableaux mangés au verre. De Joconde, nulle trace. Ils allaient quitter la place, quand ils virent tout à coup le cadre de cette lise. Oh, Diamant, bonne prise, nous n'aurons pas perdu tout. La formule 606. Ainsi que le disait notre François Ier, souvent femme avarie, il en sut quelque chose, étant fort coutumier de la galanterie. Il fut donc affligé de ce mal d'ombrieux, tellement s'inquiète, mal qui nous vint de Naples, assure nos aïeux, qui firent sa conquête. Et puis, ce n'était pas la petite, comment dirais-je, mais la grande, qui l'avait, la majeure, et tout le tremblement, si j'en crois la légende. Chez les grands, tout est grand, comme dit la chanson. La belle ferronnière l'avait royalement servi d'une façon toute particulière. Il eut beau consulter des docteurs, nécromants, myrrhes et thaumaturges, il savait, tout au plus, donner des lavements, administrer des purges. Que vouliez-vous qu'il fît contre eux tous? Qu'il mourût? C'est ce qu'il fit, ce reste. Des microbes affreux le mangèrent tout cru, tel fut son sort funeste. Ah, que n'avait-il vécu, ce bon roi, de nos jours? Il eût pu, sans encombre, en sans endroits divers, varier ses amours, paix à sa royale ombre. Aujourd'hui, grâce à la formule 606, qui nous vient d'Allemagne, le plus avarié peut, même in extremis, se remettre en campagne. C'est le docteur Herlrich qui le dit. Quant à moi, qui suis le moins chimiste des hommes, si je peux seulement dire en quoi sa formule consiste, dont il va prétendant le codex enrichir, je veux bien ne plus boire que du lait, dans lequel on fait de l'eau vichir, jusqu'à mon purgatoire. Je n'en suis, je dois dire, autrement curieux. Ce doit être, je pense, le produit excellent, rare et mystérieux, d'une chimie intense.
Cependant, nos docteurs, on les reconnaît là, plus têtus que des mules, ne considèrent pas que ce soit du tout la meilleure des formules. Ce qui fait croire qu'ils en ont certainement une 607e. Valancelle 10 fois du docteur allemand, sur qui soit l'anathème. Nous avons essayé ce fameux 606 sur 1500 malades. Disent-ils, il en meurt à peu près 9 sur 10. Quelle dégringolade! À quoi le sieur Hellrick répond, « mes chéris, à quoi bon cet esclandre? Il meurt, je veux bien, mais il meurt. Guéri, le tout est de s'entendre. » La fête du terme. Oh, ce n'est pas la bacchanale de la fête nationale, avec des pistons, des tambours, non plus de lampions de palme. C'est une fête des plus calmes, sans bastringue dans les faubourgs. Cette fête n'est pas mobile, elle est carrément immobile. Chaque saison, elle revient, soit en ces mois de pur opprobre, janvier, avril, juillet, octobre, et le pape n'y pourrait rien. Elle n'est du tout populaire, elle est même tout le contraire, et ne vaut pas une chanson. Et que si le ciel la confonde, elle intéresse tout le monde, ce n'est pas de même façon. Cette fête est bizarre, étrange, disons en un seul mot, bitrange, a ceci de particulier, et qui fait sangloter la muse, que pour un être qu'elle amuse, elle en mécontente un millier. Elle est donc loin d'être parfaite, c'est plutôt une demi-fête, c'est la fête du terme, quoi. S'il faut par son nom qu'on la nomme, mais tu ne saurais, mon bonhomme, t'y soustraire, non plus que moi. Le 15 est le jour fixe et ferme, où l'on célèbre ce Dieu terme, jusque dans le moindre taudis. Et voici, s'il faut que j'insiste, en quoi cette fête consiste. Le matin donc du jour susdit. Ton concierge chez toi s'empresse, à la 4e vitesse, sa calotte grecque à la main, et le sourire sur l'oreille. Bienheureux s'il ne te réveille, te tend un vague parchemin. Ce n'est qu'un papier, en l'espèce, qu'en retour de quelque espèce, il t'abandonne volontiers. Et tout aussitôt il les porte, à peine a-t-il passé ta porte, chez son patron, puissant rentier. Alors, plus riche que la veille, celui-ci boit une bouteille de son meilleur, à ta santé. Et donc tu vois bien, pauvre type, que de ce fait tu participes à la fête en réalité. Tu la trouves un peu sévère, pour toi qui n'as rien dans ton verre, cette fête. Mais qu'un chacun, ayant vidé sa tirelire, n'y trouve pas matière à rire, elle amuse toujours quelqu'un. Le nu dans le crime. Quant à moi, dès que je connus que les assassins étaient nus, sans perdre une seconde, et de mon pas le plus léger, j'allai chez M. Béranger, à l'âme puribonde. Car notre illustre sénateur, étant le plus grand contenteur du nu qui soit en France, il me semblait intéressant d'avoir son avis entre cent en pareille occurrence. Telle était donc la question. Connaître son opinion sur le nu dans le crime, sur ce renard et son ami, dont ce pauvre monsieur Rémy avait été victime. Dès qu'il me vit, les scélérats, fit-il, les sombres choléras. Tenez, j'en meurs de honte. Pour mon pays, s'il est bien vrai que le crime fut perpétré ainsi qu'on le raconte,
Ça fait un renard et son comtois, cet imbécile de Courtois. Laissez-moi vous le dire, sans préjuger de leur dessein, me semble moins des assassins que d'ignobles satires. Ils avaient, dit-on, adopté une complète nudité pour oxyre leur maître. Il fallait éviter le sang sur leurs habits, les accusants, pouvant les compromettre. Allons donc, vous n'y pensez pas. Ce serait en faire, en ce cas, des criminels artistes. Mais non, ce sont des possédés. C'est ce que nous appelons des exhibitionnistes. Ils n'avaient rien prémédité qu'une extrême impudicité. Et c'est à mon estime, alors qu'ils se virent tout nus, atroces, hideux, saugrenus, qu'ils conçurent leur crime. Crime horrible et sans précédent, car ces deux misérables, dans leur folie ordurière, tout en le lardant d'un poignard, cet infortuné vieillard montrèrent leur derrière. Qui sait si ce n'est pas d'abord de ce spectacle qu'il est mort. À 80 ans d'âge, où l'on est au bout de son fil, soyez bien persuadés qu'il n'en faut pas davantage. Enfin, tel est mon sentiment. Il est mort de saisissement, ce vieillard, sans nul doute. Oui, de saisissement, plutôt que des 13 coups de couteau qu'il reçut, somme toute. Pensez donc, un coup de minuit, un derrière qui vous poursuit, terrifiant et blême. Moi-même, je mourrais d'ennui, en plein jour, rien qu'à voir celui de Vénus elle-même. Les précieuses, non ridicules, à Paul Robert. Quand, en Chine, un Chinois devient décapité, une fois sa besogne faite, le bourreau, sans tarder, avec habileté, lui recoue aussitôt la tête. La raison de cela, c'est que leur vieux Bouddha est ennemi de tout scandale. Il veut son homme entier, et toujours il Bouddha, tel qu'il se présente à Céphale. De même qu'un Chinois perde au jeu simplement, ou par manœuvre odieuse, afin qu'il chante mieux ce que phémiquement le temps nomme ses précieuses. Précieuses, lecteur, cela ne vous dit rien? Mettons ces choses, ces histoires, tenez, à seule fin que vous compreniez bien, celle que Taupin a si noire. Qu'un Chinois donc vienne à les perdre par hasard, comme il aurait beau les recoudre, qu'il ne saurait non plus s'en servir qu'Abélard, et qu'il ne peut pas se résoudre à les jeter au vent, devant, après sa mort, les rendre son juge suprême. Que fait-il? Il les met dans l'alcool tout d'abord, c'est encore le meilleur système. Il les a sous les yeux, il peut les contempler, et mis sans autre bagatelle, il ne redoute pas de les voir s'envoler, que diable, elles n'ont pas des ailes. Pourtant, il s'en égare. En France, on ne sait trop par suite de quelle aventure, de plein bocaux parfois, que la mère Moreau, sur le zinc, nous livre en pâture. Elle les vend 2 sous-pièces, peut-être 3, c'est cher, même avec garantie. C'est ce que nous nommons, nous autres, des Chinois, prenant le tour pour la partie. Ceux qui, d'elles, se sont ainsi débarrassés, devraient être, à mon avis, ivres, ou bien de pauvres gens absolument forcés d'en faire commerce pour vivre. Mais tout autre Chinois qui voit l'instant fatal venir entre ses mains pieuses, il se fait par les siens remettre le bocal où sont ses chairs précieuses. Pour se donner du temps, il boit un dernier coup de l'alcool qui les vit confire, les compte, les soupèse, ensuite les recoue. Il se rembourse pour tout dire. J'ignore, cher lecteur, ce que vous en pensez. Quant à moi, par Hercule et ses 13 travaux, je ne trouve pas ces précieuses si ridicules.
mariage chinois. Dans un vieux magazine, n'ai-je pas lu qu'en Chine, quand les parents venaient de mettre un fils en terre, périt célibataire, aussi bien il tenait. Pour sûr que cette vie d'une autre était suivie, leur deuil était cruel, d'autant plus que son ombre allait souffrir d'un sombre célibat éternel. Alors, ces pauvres brutes, sans perdre une minute pour conjurer le sort, avisaient une morte qu'elle eut, en quelque sorte, à se conjoindre aux morts. Quant à la demoiselle, il répondait pour elle. C'était bien suffisant, en la dite occurrence. Disons-nous pas en France, qui ne dit mot consent. C'est ainsi, tombe close, qu'on arrange les choses chez ce peuple sournois. Hein, Seigneur de l'espace, faites que je trépasse avant d'être chinois. Mourir avec l'idée qu'une fois décédé au monde d'ici-bas, ma pauvre âme damnée se verrait condamnée à ne reposer pas. Oh, chinoise amertume, être un mari posthume, je vous demande un peu, une femme qui tombe, tout attraque dans ma tombe, s'endresse mon cheveu. Et comme je suppose que dans ce lieu morose qu'est la noire cité, il n'est pas de divorce, jouir de cette entorse pendant l'éternité. Poète, prix de Rome. Enfin te voilà pris de Rome. Ô poète, 4 ans durant, tu devras rimer mon bonhomme sous l'œil de Carolus Durand. Tu vas me dire, pourquoi faire? Ne puis-je pas rester ici? À quoi bon changer d'atmosphère? On rime partout, Dieu merci. Je veux qu'on me réduise en poudre, mon pauvre ami, si j'en sais rien. Et pourtant, il faut te résoudre à quitter Paris, pour ton bien. Une résidence choisie sous un ciel pur t'attend là-bas. Un atelier de poésie également t'y tend les bras. On y voit toute une série de lyres prêtes à frémir. Un Pégase dans l'écurie t'espère, je l'entends hennir. Songe que l'on t'envoie à Rome, non pas y faire ton lézard, mais pour devenir un grand homme, ni plus ni moins que tout quatzar. Tu feras en littérature ce que ces messieurs, tes copains, en peinture comme en sculpture, font chez les maîtres transalpins. Et, de même que l'un copie Raphaël, l'autre Léonard, toi poète d'une Ampie, tu devrais t'inspirer de l'art. Et de l'Arioste et du Tasse, sinon du divin Arétin. Tu rimeras, d'après Boccace, quelques vieux contes libertins. Il conviendra que tu t'escrimes, cela va sans dire, pardi, sur Dante et sur ses tierces rimes, un peu moins sur Léopardi. Entre-temps, je ne doute mis que tu sauras, je te connais, rimer sur ta petite amie quelques platoniques sonnets. Tel Pétrarque, et donc 4 années en cette villa Médicis, tu rouleras tes destinées et tu nous reviendras, mon fils. De la terre virgilienne, ivre de gloire et de succès, expert en langue italienne, mais ne sachant plus le français. Album de baisers. Oui, me dit M. Bertillon, prince de l'anthropométrie, en fixant sur ma seigneurie ses petits yeux d'émerillon. L'invention est assez drôle de ces empreintes de baisers. J'ai même cru l'utiliser pendant un temps pour mon contrôle. Je me disais, c'est à creuser.
encore que soit chimérique tout ce qui nous vient d'Amérique. Qui sait, tel pouce, tel baiser. Je fis donc, d'après ce système, un album qui, jusqu'ici, ne m'a rien appris. Le voici d'ailleurs, feuilletez-le vous-même. Tenez, remarquez ce baiser, si joli, de forme si pure, en sa délicate courbure, sans autrement l'analyser. Vous diriez un baiser de vierge, n'est-ce pas? Eh bien, c'est celui d'un qui, pas plus tard qu'aujourd'hui, vient d'assassiner son concierge. Celui-ci n'est-il pas charmant? Il est appuyé, verveux, tendre. Pour un peu, vous croiriez l'entendre. C'est un vrai baiser de maman. Cet autre est comme une églantine. Il est rose, frais, cajoleur. C'est, pour vous, le baiser en fleurs, éclos d'une bouche enfantine. Et vous en jureriez? Je t'en fous. Le premier est d'une crapule, le second c'est au prostibule que je le dois. Qu'en pensez-vous? Voyez le suivant, au contraire, il est hideux tout simplement. On ne sait pourquoi ni comment, alors qu'il est d'un pauvre air. Considéré comme un bandit que l'on croyait en bonne prise, et qui, condamné par méprise, était plus innocent qu'un nid. Ainsi donc, c'est de la fichaise que de consulter leur baiser, pour confondre des accusés, autant s'attarder à leur chaise. Les baisers, pour moi, sont mieux, autant dire, et je les repousse. Montre-moi seulement ton pouce, et je te dirai qui tu es. Je ne dis pas l'auriculaire, ni non plus le doigt du milieu, je dis le pouce, cher monsieur, dont la seule empreinte m'éclaire. Sur les gens, pour quant au baiser, il ne faut pas qu'on s'y arrête. Et puis, on peut changer de tête, de pouce, il ne faut point penser. Maintenant, le marchand de rimes, veuillez marquer le vôtre ici. Serviteur, dis-je, grand merci, je n'aurai qu'à commettre un crime. La fête du soleil. Je l'ai donc de mon pas rapide interviewé pour mon journal Flammarion, notre intrépide astronome national. L'heure me semblait opportune. C'était le soir. Je l'ai trouvé en train de farfouiller la lune de son télescope éprouvé. Avec une grâce parfaite, il m'accueillit. « Ah, fit-il, vous venez encore pour la fête? Vous me trouvez bien puéril. C'est vous, laissez-moi vous le dire, qui n'êtes du tout sérieux. En vérité, je vous admire. Et quoi? Vous voilà furieux? Parce que, depuis des semaines, le soleil ne s'est pas montré. Mais malheureux énergumène, doit-il donc luire à votre gré? Vous autres, terriens, en masse, vous ne vous doutez pas que si le soleil vous fait la grimace, c'est pour les raisons que voici. Au temps heureux des premiers âges, c'était un dieu des plus puissants, ayant ses pontifes, ses mages, dont il subodorait l'encens. Et pour se le rendre propice, chaque matin, au point du jour, on lui offrait des sacrifices, avec des prières autour. Aujourd'hui, mufle que vous êtes, vous le traitez comme un hébreu. Alors, il choisit ses planètes et vous néglige quelque peu. Cette fête est donc ordonnée pour vous le rendre flambard. Oui, je veux qu'il ait sa journée, à l'instar de Sarah Bernard. Le 21 juin, dès l'aurore, au mi-temps de la tour Eiffel, dès que nous le verrons éclore, nous nous écrirons ces blondelles. Et moi, coiffé d'un pichon énorme, selon les rites coutumiers, à la deuxième plateforme, je sacrifierai 3 béliers. Puis je ferai, pour l'assistance, après quelques libations, une petite conférence, avec maintes projections. Revenu sur la terre ferme, un chœur de 1000 exécutants nous régalera dur et ferme d'une cantate de Rostand. Enfin, pour corser le programme, nous irons dans un cabaret, songer au salut de notre âme, en buvant quelques bons clairets. Mais, pardon, lui dis-je, cher maître, qu'arriverait-il dans le cas où,
pour votre fête champêtre, le soleil ne paraîtrait pas. À la guerre comme à la guerre, on s'en passerait, c'est certain. Au surplus, nous ne risquons guère en emportant notre pépin. Étreinte inutile à Robert Noir. Ô juge, mes petits pères, vous êtes par trop sévères pour cette jeune houri de la mère Angot filleule, encore qu'elle vous engueule comme du poisson pourri. Mon Dieu, son vocabulaire n'a rien qui vous puisse plaire. Il est bien certain que si là toutes vos étreintes, vous n'aurez pas les mains pleines au jour de l'an, mais aussi songez que cette fillette, à l'âge de Juliette, qu'elle attend son Roméo, qui sait qu'elle ne discerne pas encore une lanterne d'un nègre de Bornéo. Il n'est un jure notable que d'un être responsable, et celle-ci ne l'est pas. Elle vous la fait connaître au juge, qui pour y être, c'est papa et grand-papa. Tout dans ses propos annonce qu'elle ne possède une once de saine mentalité. Donc, ce soi-disant outrage ne saurait porter ombrage à votre sérénité. Comme feraient des apaches, elle vous traite de vache, de tante et de fumier. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne vaut-il pas mieux sourire à ce jasmin coutumier? Elle n'est que déroutante, cette gosse, appelée tante des êtres poilus et velus, traitée de vache des hommes, quand vous n'êtes guère en somme contre les bœufs tout au plus. Tout ça n'a pas d'importance, ni ne tire à conséquence. Vous le savez bien aussi. Et puis, magistrat intègre, vous n'êtes pas les seuls nègres qu'on aura traités ainsi. Tenez, moi, fils de famille, si chaque fois qu'une fille, m'ayant appelé fumier, m'eût fait cadeau d'une thune, j'estime que ma fortune monterait jusqu'au premier. Plaidoirie de maître Sorcé à Pierre-Louis. Ma défense, messieurs les juges, sera brève. Voici, jeudi dernier, je m'étais mis en grève, comme tous les jeudis, habitude que j'ai. Je veux dire, j'avais pris ce jour-là congé. Le jeudi, mes amis, je dépose mes manches de lustrine et j'en fais autant tous les dimanches. 5 jours de bon travail, c'est assez, Dieu merci, par semaine. Et je vais, exempt de tout souci, rêver, loin de Paris, à quelques pas d'ici. J'ai là, dans le pays des rosières, Nanterre, et dans quelque façon sorte de coin de terre. Un petit patelin, ce n'est pas le Pérou. À côté du Marly et de Sardou, c'est un trou. Car vous supposez bien, n'est-ce pas, qu'un critique ne gagne pas autant qu'un auteur dramatique. Sur ce bout de terrain, j'ai fait construire un rien de maison, grande assez pour un végétarien. Un petit carrefour ni aux manières de cahute que disloque la pluie et que le vent chahute. Mais quand ce ne serait qu'un gourbi de fourmis, qu'importe, est-il pas vrai, s'il y vient des amis. Du plus modeste toit, le sage se contente. Pour un rien, il irait coucher sous une tente. Or, dimanche dernier, je veux dire jeudi, j'étais donc à Nanterre, ainsi que je l'ai dit. Le soir, après dîner, avec ma chère femme, je prenais mon café, pur mocha, vrai dictame.
Je prenais mon café, dis-je, quand, dans la nuit, et dans ma propre cour, il se fit un grand bruit. On eût dit comme de quelqu'un que l'on étrangle. J'étais un peu déboutonné, je me ressangle. Restez là, restez, fis-je à Madame Sarcey. Passez-moi le flambeau, je veux voir ce que c'est. D'abord, je ne vis rien qu'un horrible mélange d'eau et de chair meurtrie qui traînait dans la fange, et que mon chien Trac se disputait tout seul. Je devins aussitôt pâle comme un linceul, car un homme était là gisant, quelque escogriffe, que Trac vous spiait du croc et de la griffe. J'eus une peine énorme à le faire lâcher. Tout de même, il finit par aller se coucher. Quant à l'autre, je dis, « Qu'est-ce qu'à pareille heure vous pouvez bien venir ficher dans ma demeure ?» Voilà qu'il me répond, « Avez-vous des tonneaux à vendre ?» C'était donc un marchand de tonneaux. Il ajouta qu'ayant trouvé la porte ouverte, il avait simplement poussé. Et voilà, certes, qui ne me suffit pas. Sont-ce là des raisons pour entrer comme ça la nuit dans les maisons? Est-ce vraiment sous prétexte qu'une porte est ouverte? On me voit entrer? Non, elle est forte. Et je le retiendrai, ce marchand de tonneaux, que si je le revois, je lui dirai 2 mots. Et d'ailleurs, vend-on des tonneaux à pareille heure? On n'en achète pas non plus, ou que je meure. Ensuite, on n'entre pas chez les gens sans frapper, voilà tout. Et mon chien a bien pu s'y tromper. En voyant tout à coup un étranger paraître, il a cru qu'on venait assassiner son maître. Eh, mon Dieu, ce n'est pas tellement insensé. Des auteurs très souvent déjà m'ont menacé. Alors, que voulez-vous? Mon Trac est chien de garde. Par conséquent, garder son maître le regarde. Monsieur, je vous ai dit toute la vérité. Je veux bien accorder 100 francs d'indemnité à cet affreux marchand de tonneaux, mais en somme, il exige vraiment une trop forte somme. 500 francs pour avoir été mordu, mais pour moins que ça, je me ferais mordre tout un jour. 500 francs, c'est beaucoup, d'autant, je vous assure, qu'il ne lui reste plus trace d'une blessure. 500 francs, sarpejeu, diable, comme il y va. Il reviendrait me voir, je crois, à ce prix-là. Je ne suis pas assez riche. Cependant, comme, ainsi que chacun sait, je suis un très brave homme, je veux bien lui donner 20 francs. Maintenant, si vous voulez vous payer ma tête, la voici. La tante de notre oncle, à Maurice Denet. Alors j'avais une tante, mais pas une tante, vous savez bien, non, une femme épatante, dont vous avez ici devant vous le neveu. Elle était très austère et n'allait que fort peu au théâtre, que moi je goûte sans partage, jusqu'au jour qu'elle y fréquenta davantage, mais passons. Un beau soir donc venait de finir, une pièce dont j'ai perdu le souvenir, laquelle avait été fraîchement accueillie. S'il était plus méchant, je vous dirais, cueillie. Elle fut déclarée horriblement pompier. Et rasante, j'y suis. Elle était de barbier. Moi, je n'en pouvais plus d'avoir vu cette ordure, sans ombre de bon sens ni de littérature. Mais voilà qu'au moment où j'allais m'en aller, songeant aux adjectifs dont je dois l'accabler, ma tante Jésabel devant moi s'est montrée, comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Non, ça, c'est du Racine. Excusez-moi, mon Dieu. Ma tante me dit donc comme ça. Mon neveu, j'espère que vous n'aurez pas la hardiesse d'excommunier cette incomparable pièce. Elle est patriotique et morale. Allons, bon, je te ferai sur elle un soigné feuilleton, lui dis-je. Il est certain pour moi que si la pièce te plaît, elle en mettra bien d'autres en liesse. Et les événements me donnèrent raison. À partir de ce jour, j'eus le même horizon que ma tante et son opinion fut la mienne, étant celle, après tout, de la sombre moyenne du public. Oui, monsieur,
À partir de ce jour, je ne parlais jamais d'un succès ou d'un four sans avoir consulté ma vénérable tante. Je me montrais ravi quand elle était contente. Et tous les feuilletons dont j'ai tiré profit, autant dire que c'est la pauvre qui les fit. Sans elle, un jour, j'avais prôné la bûcheronne. Eh bien, il s'en fallait que la pièce fût bonne. Elle n'était que chiffre, elle n'était que vent. Ma tante me le fit savoir le jour suivant. Croyais-je sottement que tel drame était triste? Ma tante me disait « Va donc, vieux pessimiste !» et me prouvait par A plus B que j'avais tort. J'allais donc le revoir, et je m'en tords encore. C'était elle, en revanche, amplement ennuyée, où j'avais pouffé, moi, à gorge déployée. Je revenais tout sur mon premier jugement, et m'ennuyais alors rétrospectivement. Ah, voilà très longtemps que cette tante est morte. Et cependant, j'écris toujours, en quelque sorte, mais je ne sais plus bien ce que je dis, oh non. Et chaque fois, c'est la même chose, crénom. Je demeure anxieux devant la page blanche, quand je dois perpétrer mon lundi du dimanche, et le cœur tout rempli d'un singulier moi, je dis, du haut du ciel, ma tante, inspire-moi. Souvenir de voyage à Paul Verrola. Nous étions une année en Suisse, un ami et moi sans complice, ni plus ni moins que deux Anglais, quand il nous prit la fantaisie d'aller voir en leur Valaisie ces messieurs crétins du Valais. Un jour donc, par un temps propice, nous dévalions à Saint-Maurice, si entre deux monts sourcilleux et le chef-lieu du crétinisme, si l'on en croit ceux du tourisme, nous ne pouvions espérer mieux. Nous gagnâmes une guinguette, où déjà le patron nous guette, en nous souhaitant « Bon matin, c'est monsieur Dineron, sans doute ?» Nous l'interrompîmes. « Écoute, trouve-t-on ici des crétins ?» Mais lui, fixant comme une cible nos deux visages impassibles, hésita, craignant de choisir la réponse définitive qui ferait de nous ses convives ou nous déciderait à fuir. Enfin, avec un bon sourire, il prit le parti de nous dire « Non, monsieur, non, c'est malheureux. » Fîmes-nous « Ouais, c'est bien dommage, car désirant leur rendre hommage, nous n'étions venus que pour eux. » Voilà notre homme fort en peine, mais de peur de perdre une aubaine. « Quoi, monsieur, c'est donc sérieux ?» nous dit-il. « Eh bien, que je meure, si vous n'en voyez tout à l'heure au moins un des plus curieux. » Alors nous nous mîmes à table, et bientôt un être minable entra, fichu comme Scarron, torticole et bigle et bancroche, en lequel absurde fantoche nous reconnûmes le patron. Étant ce jour-là d'humeur tendre, nous feignîmes de nous méprendre à cet artifice enfantin, sans autrement lui chercher noise. Plus tard, en réglant notre ardoise, nous lui dîmes « Bravo, crétin !» Et lui « Monsieur, point de colère, ce que j'en fis, c'est pour vous plaire. Mais, si vous m'avez bien compris, nous n'avons de crétins en Suisse, non plus ailleurs qu'à Saint-Maurice, que quand il en vient de Paris. » La reine, ma blanchisseuse, a un gilet. « Ah, c'est toi, chameau, lui dis-je, parle, jeune calipiche. Depuis tantôt 17 ans, je t'espérais pour te dire que c'est bien fini de rire avec mon linge. Il est temps. Tu peux le garder ton linge, fit-elle, espèce de singe. Je m'en fous,
faudrait voir et me parler moins à l'aise, car je suis, ne t'en déplaise, la reine de mon lavoir. Ah, fichtre bouffre, une reine? Eh bien donc, ma souveraine, je suis votre humble sujet. Sa Majesté veuille croire que me moquer de sa poire n'entre pas dans mon projet. Mais dis-moi, ma pauvre fille, ornement de ta famille, pour être reine, tu n'es pas moins ma blanchisseuse, et c'est à la blanchisseuse que je parle maintenant. Écoute, de quoi me plains-je? Eh bien, de ce que mon linge connaît le pire destin, s'effrite sous tes doigts roses, et ne vit, comme les roses, que l'espace d'un matin. Regarde-moi ces chemises, je les ai 4 fois mises, elles ont tantôt vécu, et sans les croire éternelles, je te livre des flanelles, tu me rends des torches-culs. Mes mouchoirs sont tout en miettes, que dire de mes chaussettes? Ah, je voudrais bien savoir de quelle étrange lessive, furieuse et convulsive, tu te sers à ton lavoir. Mais si je fais des grimaces, c'est surtout pour mes limaces. Je me demande comment, soit dit, entre parenthèses, il se fait que tu m'en pèses, chacune différemment. En voici par exemple une, molle comme un clair de lune, qui vous filtre entre les doigts. Cette autre est une cuirasse du Moyen-Âge, de grâce, répartis mieux ton emploi. À part ça, comme personne, au fond, ne m'impressionne, autant comme fait un roi. Sinon, pourtant une reine, je n'ai plus ma souveraine qu'à m'incliner devant toi. La politesse est morte. À Adrien Sport. Politesse de nos aïeux, vous êtes morte. Il paraît, on le dit. Vous êtes tout au moins, chez nous en quelque sorte, tombé en discrédit. Je parle de la politesse envers le sexe. Il est bien entendu. L'autre, celle-ci, n'est guère qu'une annexe, sinon du temps perdu. On peut se demander pourtant, non sans tristesse, et pour se consoler, si les femmes toujours, en fait de politesse, ont le droit de parler. Pas toujours. Tenez, hier, et par des temps infâmes, j'étais dans un tramway, archi complet, rempli de jeunes gens, de femmes, plus un vieil homme, moué. Or, à l'un des arrêts de notre itinéraire, le chauffeur s'arrêta, et personne ne descendit. Bien au contraire, une dame monta. Il dut se contenter de l'humble plateforme, en attendant que l'un de nous voulut bien lui céder, selon la norme, sa place assise. Aucun n'y songeait, surtout moi, je dois le reconnaître. Par un temps hivernal, pensez-vous, mes voisins de même affectaient d'être plongés dans leur journal. Est-ce qu'elle était jeune au mur ou davantage? Non, c'est, ma foi, rien. Le sexe, dans ce cas, direz-vous, n'a pas d'âge, et parbleu, j'entends bien. Ouais, mais je me trouvais, ce jour-là d'aventure, grippé jusqu'à la mort, et je n'avais sur moi, pour toute couverture, que l'âpre vent du nord. Puis, étant le doyen des voyageurs, songeais-je, je ne vois pas pourquoi, plutôt que ces messieurs, je quitterais mon siège, je me tenais donc quoi? Et pendant ce temps-là, la pauvre créature, comme bien vous pensez, lançait à tout ce monde occupant la voiture des regards courroucés. Qu'il ne se trouve pas, semblait-elle nous dire, un homme assez galant parmi vous tous pour prendre en pitié mon martyr, c'est un peu violent. Il ne s'en trouvait point. Devant tant d'égoïsme, tant d'inhumanité, moi, qui ne pousse pas jusqu'au fanatisme le soin de ma santé, qui était crevé de froid, j'ai quitté donc ma place, et je la lui cédai. La dame aurait bien pu, je crois, me rendre grâce de mon bon procédé. Il n'en fut rien. Bien mieux, la maudite pécore, tout en me bousculant, me dit « C'est pas trop tôt. » Aussi j'en suis encore comme 2 ronds de flanc. C'est bon, à l'avenir, je jure bien, bagasse, de n'être plus si sot. Madame, et si jamais je vous cède ma place, eh bien il fera chaud.
le faux né, à Hugues de l'Orme. Un jour de la mi-carême, à me rigoler moi-même, étant bien déterminé, il m'a pris la fantaisie, sur ma face cramoisie, de me coller un faux nez. Un pif super hébraïque, il fallait être héroïque pour l'arborer. En effet, on eût dit une gargouille, mais comme toujours il mouille, ce jour-là, c'était parfait. Me voilà donc dans la rue, et mis la foule bourrue, avec ce nez triomphant. Pour l'un, j'étais le nazique, monarque de la Belgique, pour l'autre, un jeune éléphant. Fort heureux, en fin de compte, qu'on se trompa sur ma trompe, j'étais donc sans nul et moi. N'ayant qu'une seule envie, c'est de traverser la vie, de tout s'ignorer, fort moi. Je suivis de préférence, comme aussi par déférence, un char ou quelque beauté. Faisais cortège à la reine, me croyant la sereine, époque des royautés. Et plus j'étais anonyme, et plus, en mon fort intime, j'allais me gorger à son. Mon Dieu, qu'il faut peu de choses pour voir l'existence en rose. Un nez, c'est bien suffisant. Tout à coup, dans cette foule, un bras sous mon bras se coule. C'est une marquise, au moins, qui, sans hésiter, m'accueille, m'invite à son portefeuille, et me veut voir sans témoin. Elle avait dû, j'imagine, tiquer sur mon aubergine, et, dans son illusion, me jugeant à son échelle, en tirer je ne sais quelle flatteuse conclusion. Je suivis la demoiselle, mais en arrivant chez elle, mon nez était détrempé, et pendait comme une loque, si bien que notre colloque fut court sur le canapé. Elle me fit une escorte, de coups de pied à la porte, en me traitant de feignant, ce qui prouve bien en somme que le nez ne fait pas l'homme. Fut-il impressionnant. Si s'ensuit comme moi, à Charles Bernard, en dépit de tout médecin, de Combes et de ses noirs dessins, il n'est guérison que de saint. L'invention n'en est pas neuve, ils sont tout puissants, et la preuve, dans ce qui t'advint, je la treuve. Ainsi, tu souffrais 1000 mots, tant goûteux que rhumatismaux, tu te détraquais en 3 mots. Les thérapeutes et leur sorte déjà ne passaient plus ta porte, te comptant comme chose morte. Alors, toi, breton et demi, ayant tous ces docteurs vomis, tu pensas au ciel, ton ami. Et plein de cette foi qui sauve, malgré tes jambes de guimauve, tu sautas hors de ton alcôve. En pèlerin, tu t'équipas, pour les joindre de ce pas, Notre-Dame du haut en bas, où se trouvent ces saints rustiques, qui guériraient les plus sceptiques, toi d'autant plus qu'il les pratique. C'est Saint-Mamère, c'est Saint-Lubin, Saint-Hubert, aussi Saint-Méen, Saint-Arniol et Saint-Libertin. À Saint-Mamère, tu dis, mon père, fais que je retrouve ma paix, et ma mère te rendit ta paix. Puis, toi après, tu pris un bain, dans la piscine à Saint-Lubin, dont tu sortis fier et rupin. Saint-Méen guérit tes névroses, humeur noire, verte chlorose, Hubert te fit un teint de rose. Pour le reste, il est bien certain que tu dois à Saint-Libertin une chandelle au libertin. Quant à ce brave Saint-Arniol, il dit en te touchant l'épaule, « Surtout n'y reviens pas, mon drôle. » Ibsen. Léon Daudet. Ibsen n'est plus. Sa mort évoque en moi une bizarre époque. Voilà bien des ans, quelques-uns,
où la plupart de nos critiques firent à son art dramatique le succès que l'on sait, enfin. Disait-il, voici du théâtre profond, tour à tour et folâtre, et lumineux comme l'été. Alors que c'était au contraire un vrai magma d'ennui polaire et d'impénétrabilité. N'importe. Ce théâtre sombre, compris ou non par le grand nombre, fut adopté d'un cœur léger. Au surplus que de gens en France vont admirant de confiance tout ce qui vient de l'étranger. Ceux-là, je parle du vulgaire, de ceux qui ne comprenaient guère et disaient « je n'ai pas compris », étaient renvoyés à leur douche par nos Ibséniens farouches et traités de poissons pourris. On voyait de puissants esthètes, des arts nouveaux, de fortes têtes qui se découvraient tout à coup, des affinités scandinaves y bouillonnaient comme des laves quand on n'était pas de leur goût. Ibsen, ce fut là son sort pire, l'emportait autant sur Shakespeare, qu'il n'avait peut-être point lu, comme fait le vin sur la lie, ou bien ma petite tuerie sur un nègre de nos Lulus. Nos classiques, nos romantiques, étaient des préjugés gothiques pour ces messieurs du rococo. Molière, une pauvre guimbarde, Corneille, un fantôme de barde, le père Hugo, un vieux coco. Rappelez-vous les snobinettes, les jeunes bottis et linettes. Elles eurent tout établi que, pour bien comprendre le maître, il fallait au préalable être coiffé à la Botticelli. Et toutes ces petites folles pataugeaient mis les symboles, comme dans un bain de clarté. Et l'on ne dirait que la femme n'est qu'une toute petite âme, possible, mais quelle santé. Cependant, des esprits contraires et, dans un sens plus téméraire, traitaient Ibsen de turlupin, disant que son canard sauvage, dont on faisait si grand tapage, était en somme qu'un lapin. J'entends encore Feu, notre oncle, exaspéré comme un furoncle, notre oncle un peu traînard en art, criant comme un damné de Dante, à l'ibsénité révoltante, quand on lui posa ce canard. Mon Dieu, le tout est de s'entendre. Ibsen, un génie à tout prendre, est au-dessus de ces débats. Il nous faut garder ce grand homme de ceux qui le défient comme de ceux qui n'en font qu'un repas. Quoi qu'il en soit, ce vieux burgrave brille au firmament scandinave. Mais si pour nous Français il luit comme un soleil, il nous transporte, ce ne doit être en quelque sorte que comme un soleil de minuit. L'exemplaire du roi. À mon ami E. Fasquelle. J'ai rêvé posséder les œuvres de Malherbe, un exemplaire unique, admirable, un trésor, tout habillé de pourpre et les fleurs de lys d'or en étoilent les plats, nombreuses comme l'herbe. Le vélin en est pur, l'impression superbe. Monsieur les éditeurs, à cette époque encore, se montraient soucieux de soigner le décor, qui faisait ressortir et resplendir le verbe. Mais ce rare bouquin ne serait mieux, ma foi, s'il n'était pas le propre exemplaire du roi. Il l'est, et dans un coin de marge, on y remarque. Alors que le poète arrive au Barrégoin, dans les loges, ces mots de la main du monarque. Mon vieux Malherbe, ici, tu vas un peu trop loin. Idylle interrompue. Il lui dit « Allons nous promener dans les bois. Voilà belle journée. Nous n'aurons ce temps-là peut-être qu'une fois au cours de cette année. » Ils étaient dans le lit si gentiment blottis. Bien sûr que ça la botte. Ils s'habillèrent vite et les voilà partis, le cœur comme en ribote,
À peine s'ils avaient à eux 40 ans. Ce serait à débattre, mais volontiers il lui faisait 16 printemps, pour en garder 24. Ils prirent le bateau qui conduit à Saint-Cloud, paradis des familles, encore qu'en son parc il règne un certain loup, dont on fait peur aux filles. Elle parla tout haut pendant ce long trajet, chantonna les romances, et le moindre détail des berges la plongeait en des transports immenses. La tour Eiffel ainsi que le Trocadéro lui semblaient l'art suprême, par quelques 20 degrés au-dessus de zéro, c'est permis quand on aime. Elle nommait Auteuil et le point du jour, Tours, Atouré, Meudon, Sèvres. Mais tu ne me dis rien, disait-elle, m'amour, j'aime tes yeux, tes lèvres. Répondait-il, enfin voici Saint-Cloud. Après un déjeuner sommaire, les voilà disparus dans le bois, Guilleret, et tout à l'heure, Chimère. Elle disait des riens, d'un parler puéril, comme un enfant qui jase, et lui, silencieux, sur ses lèvres d'avril, achevait chaque phrase. Au bout de peu de temps, nos jeunes amoureux rêvèrent d'une sieste. Mais quoi, finalement, au ciel veille sur eux l'herbe tendre et le reste. Hélas, c'est au moment le plus intéressant que le garde champêtre, sur le couple ingénu qui le croyait absent, surgit comme un salpêtre. « Ah, je vous y prends, mes jolis tourtereaux, dit cet homme farouche. Pardieu, vous vous aimez dans les grands numéros? Est-ce ici que l'on couche? Mais si les gens ici venaient tous à la fois s'aimer, Jésus, Marie, Dieu me donne, ce bois ne serait plus un bois, mais une porcherie. Dans ce bois, il est expressément défendu de faire des orgies. Telle mœurs n'était admissible que du temps des mythologies. Sachez qu'ici, jadis, habita l'empereur, dont je fus au service. Là, c'était son château, détruit par la fureur, le crime et l'injustice. Au lieu donc d'y venir ainsi vous biscotter de façon indécente, vous feriez beaucoup mieux, mais à vie, sangloter sur ces ruines absentes. Vous voilà comme des saligots étalés dans ces bois si tranquilles. On ne fait pas l'amour ici, cochon, allez, vous aimez dans les villes. La pendule, à Léon-Hénique. J'ai dans ma chambre une pendule qui n'a rien de particulier et d'un modèle ridicule, comme il en est des milliers. Depuis déjà pas mal d'années, je puis bien ajouter aussi qu'elle enlaidit ma cheminée, mais ce n'est pas là mon souci. Ne me suis-je pas mis en tête quand son langage tic-tac, quand elle me dit et me répète « Va-t'en, sinon à quand, à quand ?» Jadis, je n'y prenais pas garde. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, je m'attarde à cette guimbarde? Est-ce parce que j'ai vieilli? Elle m'agace, m'horripile, elle me porte sur les nerfs. Je me fais noir bile et je coule des jours amers. Je la trouve plus agressive, chaque jour. À quand? À quand, quoi? Et voilà que je l'invective. Est-ce pour te moquer de moi? Mais... saleté de mécanique, je te le permettrais, si tu étais une pendule unique, un objet d'art, bien entendu. Alors il s'en faut que tu sois belle, tu n'es guère bonne, vraiment, qu'à marquer l'heure de laquelle je me fous d'ailleurs, et comment? Parbleu, vieille sempiternelle, je suppose que cet « à quand » signifie en sa ritournelle. Quand vas-tu me ficher le camp? Si c'est cela que tu veux dire, et comme aussi bien chez Satan, je ne suis pas pressé de cuire, je te réponds. Attends. Je sais que la vie est un leurre. À quoi bon me le répéter? 3600 fois par heure. Allons, cesse de m'embêter. Sans doute, vous allez me dire, mais pauvre imbécile, pourquoi ne pas la vendre ou la détruire, puisqu'elle est comme un glas pour toi? Ou bien, ce qui revient au même, ne la remonte pas, un point c'est tout. Voilà-t-il un problème? Tiens, c'est vrai.
n'y pensais point. Et puis non, j'ai la certitude que si j'interrompais son cours, dont j'ai tellement l'habitude, je croirais encore et toujours entendre son tic-tac stupide après tant de jours évolus, et si l'on voit un invalide souffrir d'un membre qu'il n'a plus. La mort. Henri Deslignières. Un vieillard râlait sur sa couche, souffrant tous les maux d'ici-bas. Déjà bleuissaient sur sa bouche les violettes du trépas. Cependant, d'aurore en aurore, trahi par le cruel destin, pour souffrir davantage encore, il s'éveillait chaque matin. Ô mort, abrège mon martyre, cria l'infortuné vieillard. Il ne t'importe que j'expire, un peu plus tôt, un peu plus tard. Je n'ai vécu que trop d'années, et j'aspire l'éternel soir, car dans mes prunelles fanées, le monde se reflète en noir. Je n'attends plus rien de la vie, compte, au lieu de me l'acquérir, à la jeunesse inassouvie, le temps qu'il me reste à courir. Et voilà que soudain, blafarde, sous son masque de carnaval, il vit l'effroyable Camarde, debout sur son seuil, à cheval. « Enfin, dit-il, que tu m'es bonne, toi qui si longtemps me leurras. » Et tout ainsi qu'à la Madone, il lui tendit ses maigres bras. Mais elle éprena sa bête et continua son chemin, sans seulement tourner la tête vers ce vieillard en parchemin. Plus loin, au milieu des prairies, deux amants, ceux-là bien vivants, couraient dans les herbes fleuries, vous étiez de deux enfants. Ils ne connaissaient de la vie, les pauvres petits, qu'à l'amour, et leur âme était asservie l'une à l'autre, sans nul retour. Ils allaient, joyeux, par la plaine, souriant de leurs yeux d'avril. Le vent retenait son haleine, pour ne troubler point leur babille. Et voici que la mort affreuse rageusement fondit sur eux, et d'un geste prit l'amoureuse dans les bras de son amoureux. Nocturne. Ah, c'était lent. Oh les dieux, durs pavés pour les petits pieds nus des enfants perdus, des enfants trouvés. Oh, pour les non-repus, et pour les sans-logis, les étés finis, les hivers venus. Oh, pour tous les errants, poètes, chiens et fous, le gaz aux yeux roux, la lune aux yeux blancs. Rondelle. Ah, la promenade exquise qu'ils ont faite tous les deux. Mon corps, ce monstre hideux, mon âme, cette marquise. Dans la vie, au milieu d'eux, l'un et l'autre à sa guise. Ah, la promenade exquise qu'ils ont faite tous les deux. Si mon corps, que le mal grise, prit des chemins hasardeux, mon âme dut plaire aux dieux, étant au bien tout acquise. Ah,
promenade exquise.